La redistribution des richesses doit-elle s'opposer à la liberté d'entreprendre? Bonjour et bienvenue à vous qui savez l'importance de la philosophie. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'une des grandes questions qui préoccupent la société des hommes. Comment concilier la création et le partage de la richesse? Je discutais il y a quelque temps avec un militant de la gauche révolutionnaire qui voulait renverser l'ordre bourgeois moderne, lequel accapare injustement le fruit de l'honnête labeur des modestes travailleurs qui l'emploient. Cette opposition entre bourgeois et travailleurs, cette conception de la lutte des classes comme dialectique de notre destin collectif, est-elle une grille de lecture pertinente de la réalité sociale et économique? Je fis remarquer à mon interlocuteur qu'à mon sens, l'ordre bourgeois moderne repose essentiellement sur la liberté d'entreprendre, laquelle ne devrait pas s'opposer à la redistribution des richesses si on les envisage selon la problématique d'une articulation de la justice sociale et de l'efficacité économique. Au cours de cette conversation, j'ajoutais que la Révolution française, que certains attribuent à mon avis à juste titre à une volonté populaire, était essentiellement l'incarnation d'une révolte de la bourgeoisie contre la noblesse. Les travailleurs, les serfs de l'ancien temps, auraient-ils été les dindons de la farce, pour ne pas dire les idiots utiles de cette révolution, advenue somme toute à une époque qu'il appelait sous une forme ou une autre? Cette interrogation historique nous pousse à examiner comment des dynamiques similaires, opposant les patrons et les travailleurs, influencent aujourd'hui la relation entre liberté d'entreprendre et redistribution des richesses. La nature des richesses, c'est de représenter de la valeur. Mais la richesse ne se réduit pas à la monnaie. Elle désigne plus fondamentalement l'ensemble des biens, des services et des capacités qui permettent aux hommes de satisfaire à leurs besoins, de développer leurs facultés et de participer à la vie de la société. La monnaie n'en est qu'une mesure imparfaite. La valeur est produite par les travailleurs et échangée par les citoyens, mais les travailleurs sont employés à titre collectif et entre autres par des entrepreneurs, des institutions ou des collectivités. Il y a dans l'entreprise l'expression d'un élan créatif naturel qui répond idéalement aux besoins des hommes, de tous les hommes, et la mécanisation industrielle du travail manuel n'y change rien. Elle démultiplie, au contraire, les capacités de transformation. Or, les travailleurs du secteur privé tirent un salaire de leur travail à titre d'employés. Ce sont les salariés, et s'il n'y a pas d'entrepreneurs, plus ou moins fortunés, pour les employés, comment subsisteront-ils? La liberté d'entreprendre est associée à l'idéal libéral où l'individu est perçu comme le moteur de l'innovation et du développement économique, et elle repose sur une conception de l'homme comme acteur rationnel et autonome, capable de transformer son environnement et de créer de la valeur. La liberté d'entreprendre et la possibilité de travailler vont donc main dans la main. Les entrepreneurs, les investisseurs, les actionnaires, les bourgeois de l'industrie qui rendent ainsi possible le travail organisé, participent eux aussi à la richesse créée par les travailleurs, dont ils peuvent faire partie s'ils sont des créateurs ou des cadres de l'entreprise. Mais c'est la rémunération qu'ils perçoivent sur ce travail qui est mise en question lorsqu'elle est perçue comme démesurée, d'autant plus que l'entreprise est grande. Car si leur enrichissement laisse les travailleurs dans un état de précarité, l'employeur ou l'actionnaire se gavant du fruit de leur œuvre collective, alors ceux-ci sont considérés comme exploités. De quel droit, en effet, ceux qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire les moyens de transformation de la nature en vue des besoins de la société, accaparent-ils ainsi la richesse produite par leurs employés? De ce qu'ils possèdent précisément ces moyens, dirait-il peut-être. Après tout,
ils fournissent à leurs salariés l'opportunité, sinon de s'enrichir, du moins de subvenir à leurs propres besoins, grâce à un emploi qui n'existerait simplement pas s'ils ne l'avaient créé ou rendu possible. Oui, mais si le succès de leur entreprise leur permet de créer des emplois, il faut reconnaître qu'ils ne le doivent pas uniquement à leurs efforts, mais également à la faveur du sort, soit par une fortune familiale ou heureuse qui leur a permis d'entreprendre, soit par le destin qui les a favorisés des capacités de création et de travail qui ont permis la réalisation de leurs projets. Par ailleurs, c'est l'État qui le permet, puisqu'il est d'une part le garant de l'ordre économique dans lequel s'inscrivent la production et la commercialisation, d'autre part le facilitateur de l'entreprise, créant un environnement où elle peut prospérer. Ceux qui entreprennent avec succès n'ont-ils donc pas le devoir de rendre une partie de ce qu'ils ont reçu ? Ainsi, une meilleure redistribution des richesses est défendue par ceux qui insistent sur la nécessité d'une équité sociale, où chaque membre de la société devrait avoir accès aux moyens de satisfaire ses besoins fondamentaux et de participer pleinement à la vie civique par la libération des contraintes liées à la précarité économique et par l'accès aux possibilités que procure la sécurité financière. Alors, la redistribution des richesses devrait apparaître comme l'exercice collectif, voire politique, d'une forme de justice qui compense, par une générosité procédant de la surabondance, les inégalités sociales et économiques de la nature et de la culture. À condition, répondront les autres, qu'elle ne soit pas une excuse pour le travailleur défavorisé pour refuser de participer à l'effort commun nécessaire à la perpétuation et à l'expansion de la vie et de la société. Mais si, au nom d'une juste et désirable redistribution des richesses, on pousse à l'extrême la mise en commun des moyens de production, au point même peut-être de les nationaliser, que restera-t-il de l'élan créatif qui préside à la libre entreprise et qui est le moteur de l'innovation technique et industrielle ? Car celui qui crée le fait idéalement avec, d'une part, le noble désir d'apporter une contribution personnelle et valable, qui participera à améliorer la condition de la société des hommes et lui permettra d'exprimer son individualité, et d'autre part avec l'espoir légitime de s'enrichir par un travail honnête dont les dividendes reflètent la valeur qu'il apporte dans le monde. Et par ailleurs, la nationalisation des moyens de production signe la fin de la concurrence et inaugure le monopole d'État. Si dans certains secteurs le monopole est désirable, la concurrence liée à la libre entreprise ne possède-t-elle pas elle aussi ses propres vertus ? Peut-être le système économique doit-il être évalué selon la manière dont il contribue à l'être et à la plénitude de l'existence humaine, individuelle et collective. En ce sens, la question n'est plus de savoir si la redistribution des richesses doit s'opposer à la liberté d'entreprendre, mais comment chaque action économique contribue à la réalisation de l'être humain dans sa totalité et à l'édification d'une civilisation juste. Car la richesse n'est pas seulement destinée à la consommation individuelle. Elle participe également à l'entretien des institutions, des infrastructures et des œuvres communes qui rendent possible la vie collective et permettent aux générations successives d'habiter le monde humain. Dans la recherche d'une harmonisation des objectifs économiques et sociaux, chaque individu est en principe à la fois un créateur et un bénéficiaire du système économique global. Mais si nous supprimons la liberté d'entreprendre, au nom de la redistribution des richesses, il n'y aura peut-être plus de richesses à redistribuer. Si cette vidéo vous a intéressé, pourquoi ne pas vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci et laisser un vote positif afin de soutenir mon travail. À bientôt.